L'homme le plus puissant de Chicago n'a pas pu sauver sa propre fille. Dominic Ashford avait enterré des hommes pour moins qu'un regard de travers. Il possédait les ombres de la ville. Chaque ruelle, chaque quai, chaque accord murmuré après minuit. Des hommes adultes tremblaient à son nom. Les juges signaient tout ce qu'ils voulaient. La police regardait ailleurs. Mais rien de tout cela n'avait d'importance la nuit où sa fille de 6 ans était suspendue au-dessus d'une rivière, pleurant, suppliant, ses petits doigts glissant des mains de la femme qu'elle appelait maman. « S'il te plaît, ne me lâche pas. » Le pont était vieux, rouillé, abandonné, le genre d'endroit où les gens allaient pour disparaître. L'eau en bas rugissait comme une chose affamée. Et Victoria Langley, la femme que Dominic avait épousée, la femme à qui Lily confiait sa vie, regarda l'enfant et ouvrit les mains. Lily tomba. La rivière l'emporta, et pendant 8 longues années, Dominic Ashford fouilla chaque hôpital, chaque morgue, chaque ville, dans un rayon de 300 milles. Il ne s'arrêta jamais. Il ne dormit plus jamais de la même façon. Ce qu'il ne savait pas, c'est que sa fille avait survécu. Mais la petite fille qui s'était extirpée de cette rivière ne se souvenait de rien. Ni de son nom, ni de son père, ni de la femme qui avait tenté de la tuer. Et la vérité resta enterrée jusqu'à présent. Mais pour comprendre comment tout a commencé, nous devons revenir à ce matin-là. Le dernier matin où Dominic Ashford a vu sa fille sourire. La lumière d'octobre se déversait à travers les larges vitres du manoir de Gold Coast, se répandant sur le sol en marbre de la cuisine, où un homme de 28 ans était assis par terre, le dos contre les placards. Derrière lui se tenait une petite fille de 6 ans, avec un air sérieux. Ses petits doigts occupés à nouer un ruban rose dans les cheveux noirs de son père. Dominic Ashford, l'homme même qui, 12 heures plus tôt, avait ordonné la destruction d'un réseau de blanchiment d'argent dans le sud de la ville, restait parfaitement immobile pour que sa fille puisse jouer. « Ne bouge pas, papa », commanda Lily. « Je n'ai pas encore fini. »« Je ne bouge pas, princesse. »« Tu as bougé la tête. » Je respirais. « Respire plus petit. » Dominic sourit, le genre de sourire que personne en dehors de cette maison n'avait jamais vu. C'était le seul moment de la journée où il était simplement un père. Chaque matin, il se levait à 5 heures pour faire des pancakes en forme d'étoile, parce que Lily disait que les étoiles avaient meilleur goût que les cercles. Il versa du jus d'orange dans sa tasse de princesse violette. Et quand elle descendait en courant avec les cheveux emmêlés, ses premiers mots étaient toujours « Papa, comment allons-nous tresser mes cheveux aujourd'hui ?» Il n'était pas doué pour les tresses au début, si mauvais que Lily pleurait parce qu'il tirait trop. Mais il avait regardé plus de 50 tutoriels YouTube tard dans la nuit, s'exerçant jusqu'à ce que ses doigts apprennent les motifs. Maintenant, il pouvait faire une tresse française plus vite que n'importe quelle mère à l'école maternelle de Lincoln Park. Personne dans son empire ne le savait. Sur le comptoir était assis M. Bumble, un ours en peluche usé avec un œil desserré. Lily n'allait nulle part sans lui. Elle lui parlait la nuit, lui servait du thé invisible et le présentait aux visiteurs comme « mon meilleur ami » qui écoute très bien. Dominic jeta un coup d'œil à l'ours, puis pensa à la photographie verrouillée dans son bureau, celle qu'il n'exposait jamais. Isabelle, la mère de Lily. Elle l'avait regardée dans la salle d'accouchement, déjà pâle, s'éclipsant déjà, et avait murmuré « Si tu dois choisir, sauve le bébé ». Elle était morte sur la table d'opération. Dominic ne parlait jamais d'elle. Il gardait sa photographie cachée, non pas parce qu'il l'avait oubliée, mais parce qu'à chaque fois qu'il voyait son visage, il voyait les moniteurs devenir plats dans le silence. Alors, il enterra cette douleur profondément. Et il aima Lily 2 fois plus, sa part à lui et la part qu'Isabelle n'avait jamais eu la chance de donner. « Fini », annonça Lily. Dominic toucha le nœud de travers dans ses cheveux. « De quoi ai-je l'air ? Comme un papa princesse. C'est bien, c'est le meilleur. » Il l'attira contre lui et embrassa son front.
Il respira l'odeur du shampoing Johnson, du lait, du sirop d'érable, retenant l'odeur comme s'il la mémorisait, avec chaque cellule. « Papa doit aller travailler maintenant. Est-ce que tu rentreras tôt? Je vais essayer ma lumière. » Il marcha vers la porte. L'escalade noire attendait dehors, Marcus au volant. Au seuil, Dominique se retourna une dernière fois. Lily se tenait dans la lumière du matin, agitant ses deux mains, affichant son sourire édenté. Il lui rendit son salut, puis il sortit et partit en voiture. Il ne savait pas que c'était la dernière fois qu'il verrait ce nœud rose. La porte se ferma. Le manoir tomba dans le silence. Victoria Langley se tenait à la fenêtre du 2e étage, regardant jusqu'à ce que l'escalade noire disparaisse au tournant. Ce n'est qu'alors qu'elle se détourna. Elle marcha vers le miroir du couloir et s'arrêta. La femme qui la regardait avait 31 ans, mais elle en paraissait 40. Des cernes creusaient ses yeux. Des rides marquaient sa bouche qui n'était pas là il y a 2 ans. Sa peau avait perdu son éclat, ses cheveux leur brillance. Elle donnait l'impression que quelque chose la rongeait de l'intérieur, parce que c'était le cas. Victoria était née dans le privilège. Son père, Richard Langley, avait servi 3 mandats en tant que sénateur de l'État de l'Illinois, un homme dont le nom était gravé sur les tableaux d'honneur du Capitole à Springfield et murmuré dans les arrière-salles où le véritable pouvoir changeait de main. Elle avait grandi dans des écoles privées, des vêtements de créateur, apprenant à sourire au bon moment et à dire ce qu'il fallait à chaque réception. Elle apprit tôt que la beauté était une monnaie et le mariage une stratégie. Quand elle épousa Dominique Ashford il y a 2 ans, elle crut avoir gagné. Le pouvoir, l'argent, un homme que toute la ville craignait. Elle lui donnerait un fils et héritier, et sa position dans l'Empire serait inébranlable. Elle serait la reine de son monde, la mère de son héritage, intouchable. 6 mois après le mariage, un médecin de Northwestern Memorial détruisit tout. Son utérus ne pouvait pas porter d'enfant. Pas avec difficulté, pas avec traitement, jamais. Victoria pleura pendant 3 jours dans la salle de bain, porte verrouillée, la douche allumée pour masquer le bruit. Elle ne laissa pas Dominique voir. Elle alla dans un autre hôpital à New York, puis un spécialiste à Los Angeles, puis une clinique privée qui coûtait plus cher que la maison de la plupart des gens. Ils dirent tous la même chose. Le 1er mois, Victoria ressentit un chagrin profond, un chagrin noyant qui l'entraînait vers le bas chaque nuit. Au 3e mois, le chagrin se transforma en colère. Pourquoi elle? Elle avait tout fait correctement. Elle avait suivi toutes les règles. Pourquoi était-elle punie? Au 6e mois, la colère devint de la jalousie. Et à la 2e année, la jalousie devint tout autre chose, quelque chose de plus sombre. Quelque chose qui siégeait dans sa poitrine comme une créature vivante, respirant avec elle, devenant plus lourde chaque jour. Parce qu'à chaque fois que Victoria regardait Lily, elle ne voyait pas un enfant. Elle voyait une preuve. La preuve qu'une femme morte, pourrissant dans une tombe depuis 6 ans, pouvait encore donner à Dominique quelque chose que Victoria ne pourrait jamais. La preuve que peu importe à quel point elle était parfaite, belle, obéissante, elle serait toujours la 2e, l'épouse de remplacement, la stérile. Depuis le jardin en bas, la voix de Lily montait par la fenêtre ouverte. Elle chantait une chanson sans queue ni tête sur les papillons et le soleil, sa voix claire et brillante portée par l'air du matin. Chaque note frappait la poitrine de Victoria comme une gifle. Elle agrippa le bord de la commode. Ses articulations blanchirent. Elle y avait pensé pendant des semaines, l'avait rejeté, avait prié contre cela, avait pleuré dans le noir quand Dominique dormait. Elle s'était dit qu'elle n'était pas cette personne, qu'elle ne pouvait pas être cette personne, ne serait jamais cette personne. Mais ce matin, debout devant le miroir, écoutant cette voix heureuse, innocente, insupportable, Victoria cessa de résister. L'idée ne la terrifiait plus. Elle semblait inévitable. Elle avait déjà choisi l'endroit, un vieux pont près de Pearl Market, à des heures au sud de Chicago, où personne n'allait jamais.
Elle y était allée 2 fois le mois dernier, seule, juste pour être sûre. Pas de caméra, pas de témoin, personne pour entendre quoi que ce soit. Victoria prit une inspiration lente. Son reflet la regardait, les yeux creux, vides, déjà un fantôme. Elle se détourna du miroir et descendit. Le chant devint plus fort à mesure qu'elle approchait du jardin. Lily était accroupie près des pots de fleurs qu'elle avait plantés elle-même, les arrosant avec un petit arrosoir en plastique, totalement inconsciente. Victoria s'arrêta au bord du jardin. Elle composa son visage en quelque chose de doux, de maternel. « Lily, chérie. » La petite leva les yeux, brillante de surprise. Victoria sourit, le sourire qu'on lui avait appris à exécuter depuis l'enfance. Parfait et creux. « Viens ici, ma puce. Va mettre quelque chose de joli. » Le visage de Lily s'éclaira d'espoir. « On sort, maman ? Vraiment ? » ?»« Oui, » dit Victoria, sa voix douce comme du poison. « Juste une petite promenade en voiture, toi et moi. » Lily lâcha l'arrosoir et courut vers la maison en riant. Elle ne vit pas le vide derrière les yeux de sa belle-mère. Elle ne savait pas qu'elle n'arroserait plus jamais ses fleurs. Victoria conduisit pendant 5 heures. La silhouette de Chicago rétrécit dans le rétroviseur, remplacée par des terres agricoles plates, puis des collines, puis rien. Les routes devinrent plus étroites, les villes plus petites, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de villes du tout, juste des étendues d'asphalte vides, coupant à travers des forêts qui n'avaient pas vu de visiteurs depuis des années. Lily était assise sur le siège arrière, les jambes balancées, le visage pressé contre la vitre. Elle regardait les arbres défiler, les champs défiler, le ciel passer du bleu du matin à l'or de l'après-midi. Elle ne demanda pas où elles allaient. Elle était trop heureuse pour s'interroger. Dans son petit cœur, l'espoir fleurissait comme quelque chose de fragile, ayant enfin reçu la lumière du soleil. Peut-être qu'aujourd'hui, maman l'aimait vraiment. Peut-être que les prières qu'elle murmurait chaque nuit, « S'il te plaît, laisse maman me sourire. S'il te plaît, laisse maman me tenir la main », avaient enfin été entendues. Elle fredonnait la chanson des papillons et serrait Monsieur Bumble contre sa poitrine. Victoria ne dit rien pendant tout le trajet. Ses mains agrippèrent le volant. Ses yeux restaient fixés sur la route devant elle. Elle n'alluma pas la radio, ne répondit pas quand Lily demanda si elle pouvait s'arrêter pour une glace. Elle ne jeta même pas un regard dans le miroir. Au moment où elles atteignirent le pont, le soleil commençait à se coucher. La structure était vieille, oubliée, du béton fissuré, des balustrades rouillées, des mauvaises herbes poussant dans les interstices. Aucune voiture ne l'avait traversée depuis des années. Pas de maison à proximité, pas de caméra, pas de témoin. Victoria avait bien choisi. Elle gara la voiture sur le côté, coupa le moteur et sortit. « Viens, Lily. » La petite fille sortit, serrant toujours son ours en peluche, souriant toujours. « On fait un pique-nique, maman ?» Victoria ne répondit pas. Elle prit la main de Lily, petite, chaude, confiante, et l'emmena sur le pont. Le vent les frappa immédiatement, froid, tranchant, portant l'odeur de l'eau sombre d'en bas. Lily frissonna et se pressa contre la jambe de Victoria. « Maman, ça fait peur ici. » Elles s'arrêtèrent au centre du pont. Victoria regarda la rivière en bas, noire, bouillonnante, affamée. Puis, elle regarda l'enfant à côté d'elle. Lily leva les yeux avec de grands yeux, attendant d'être rassurée, attendant de la chaleur. Elle ne trouva ni l'un ni l'autre. D'un mouvement rapide, Victoria saisit les poignets de Lily et la souleva par-dessus la rambarde. Les jambes de la petite fille battaient violemment dans l'air vide. Ses petits doigts griffaient les mains de Victoria. Le vent déchirait sa robe, engouffrait de l'air glacial dans ses poumons. « Maman, maman !» Le visage de Victoria était de pierre. Pas de larmes, pas d'hésitation. Seulement de l'épuisement mélangé à quelque chose de bien plus dangereux. « Tu as gâché ma vie, » dit-elle, sa voix plate et froide. « À cause de toi, je ne serai jamais assez. » Lily secoua la tête violemment, sanglotant. « Non, maman, je n'ai rien fait. S'il te plaît,
Je t'aime. Je serai sage. Je serai tellement sage. » Pendant une seconde, la poigne de Victoria se resserra. Lily hurla de soulagement, croyant qu'elle allait être ramenée en sécurité. Mais ce n'était qu'une cruelle illusion. Les doigts de Victoria s'ouvrirent, et Lily tomba. Son cri déchira le crépuscule, court, perçant, avalé par le vent, avant de pouvoir atteindre quiconque pourrait s'en soucier. Son petit corps tourna une fois dans les airs, avant de frapper l'eau. La rivière s'ouvrit, puis se referma, comme si de rien n'était. Victoria resta figée, le cœur battant contre ses côtes. Elle agrippa la rambarde rouillée et fixa la surface noire en bas. Des bulles remontèrent une fois, 2 fois, puis disparurent une à une. Aucun mouvement, aucun son, juste la rivière qui continuait de couler, indifférente à ce qu'elle venait d'avaler. Victoria inspira lentement, expira lentement. « C'est fait », murmura-t-elle pour elle-même. « C'est fini. » Elle se détourna de la rambarde, retourna à la voiture, s'assit au volant. Ses mains tremblaient, mais son visage restait rigide. Elle démarra le moteur, s'engagea sur la route et conduisit vers le nord en direction de Chicago. Elle ne regarda pas en arrière, pas une seule fois. Ce que Victoria ne savait pas, ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est que la rivière n'avait pas tout emporté. Elle avait pris la mémoire de la petite fille. Elle avait pris son nom. Elle avait pris toute trace de qui elle avait été, mais elle n'avait pas pris sa vie. Et quelque part en aval, une paire de phares vacilla sur une route sombre, et une jeune fille de 19 ans, nommée Helena Mercer, était sur le point d'entendre quelque chose d'étrange s'élevant de l'eau. Ce que Victoria ne savait pas, c'est que la rivière n'avait pas pris la vie de la petite fille. Elle n'avait pris que sa mémoire. Et ce que le destin n'avait pas encore révélé, c'est qu'à quelques milles en aval, près de la petite ville tranquille d'Alton, une jeune fille de 19 ans nommée Helena Mercer allait tout changer. À ce même moment, une vieille camionnette grise argentée rampait le long d'un chemin de terre qui longeait la rivière. Le phare gauche clignotait comme s'il allait mourir. Le droit était mort depuis la semaine précédente. Au volant était assise Helena Mercer, mince, ses cheveux attachés haut pour révéler un cou gracile, marqué par des piqûres de moustiques, des cernes gravées sous ses yeux par manque de sommeil, et des mains durcies par un travail bien trop lourd pour quelqu'un de son âge. Tout ce qu'Helena possédait dans ce monde tenait dans un sac à dos en toile, sur le siège passager. 2 rechanges de vêtements, une boîte de pansements, 47 $ en billets froissés, et une petite photographie fanée. La photo la montrait à 3 ans, assise sur les genoux d'une femme dont elle ne se souvenait plus du visage. C'était sa mère, ou du moins la femme que le foyer lui avait dit être sa mère. Helena était devenue orpheline à 3 ans après l'incendie d'une maison au milieu d'une nuit d'hiver dans l'ouest de Chicago. Ses parents n'avaient pas réussi à sortir. Elle n'avait survécu que parce qu'un voisin avait brisé la fenêtre de sa chambre et l'avait jetée à travers la fumée noire sur la pelouse gelée dehors. À partir de ce moment, Helena était entrée dans le système de placement familial de l'Illinois, et elle n'était jamais ressortie par une porte menant vers la lumière. 7 familles d'accueil en 14 ans. La première l'avait rendue après 6 mois parce qu'elle pleurait trop la nuit. La deuxième l'avait gardée 1 an, puis avait choisi de prendre un nouveau-né à la place parce que les bébés étaient plus faciles. La troisième était celle où elle avait appris que les adultes pouvaient sourire le jour et battre les enfants à la tombée de la nuit. C'était un diacre de l'Église, respecté, cru, et quand Helena avait fini par parler, personne n'avait écouté parce qu'il avait une congrégation pour se porter garante de lui et qu'elle n'était qu'une orpheline avec personne pour se porter garante d'elle. L'affaire fut classée. Helena fut déplacée dans un autre foyer. L'homme continua d'enseigner à l'école du dimanche. Elle cessa de parler après cela. Elle cessa de faire confiance à quiconque souriait trop gentiment. Elle cessa de croire que le monde contenait quoi que ce soit qui vaille la peine d'espérer. Helena sortit du système à 17 ans,
avec exactement un sac poubelle noir de vêtements, et pas un seul adulte pour regarder en arrière. Elle dormit dans des refuges, puis dans sa voiture, puis sur des bancs à la gare Greyhound. Elle fit tous les boulots payés en liquide le jour même. Laver la vaisselle dans un restaurant chinois, récurer les sols des motels, servir dans des bars où les hommes la regardaient trop longtemps. À 19 ans, elle rencontra un homme nommé Wade. Il lui dit qu'il l'aimait. C'était la première fois que quelqu'un disait ces mots à Elena. Alors elle le crut. 3 mois plus tard, Wade la frappa pour la première fois. 6 mois après cela, il lui cassa 2 côtes sur un parking à minuit. Elena passa 2 mois dans un hôpital caritatif. Personne ne lui rendit visite. Personne n'appela. Le jour où elle sortit, elle se regarda dans le miroir, la cicatrice légère sur sa pommette, le vide dans ses yeux, et se fit une promesse. « Tu ne vas pas mourir comme ça. Pas à cause d'un homme, pas à cause de personne. » Elle acheta la vieille camionnette avec chaque dollar économisé. Elle conduisit vers le sud sans plan, sans destination, seulement le besoin de laisser Chicago derrière elle. Et ce soir, alors que la camionnette rampait le long de la rive et que le phare finissait par mourir complètement, Elena se gara, jura entre ses dents, et sortit pour vérifier le moteur. L'air froid lui coupa la peau. La rivière rugissait quelque part dans l'obscurité. Elle était penchée sur l'avant du camion quand elle entendit quelque chose d'étrange. Pas le bruit de l'eau frappant la roche, pas le vent. Quelque chose de plus faible, de plus ténu, comme un petit animal grattant à la surface de l'eau. Elena se redressa, écouta. Le son revint, suivi d'une faible toux étouffée, et elle courut vers lui. Ce n'était pas le bruit de l'eau contre la roche, ni le vent. C'était plus faible, plus fin, comme un petit animal griffant la surface de l'eau. Elena se redressa et écouta. Le bruit revint, cette fois suivi d'une faible toux étouffée. Elle courut vers la rive. La faible lumière de la lune se répandait sur l'eau noire, et elle la vit. Une petite silhouette dérivant dans les eaux peu profondes, près du rivage, face vers le bas, les cheveux flottant comme des algues, les 2 bras inertes. Elena ne réfléchit pas. Elle plongea dans l'eau. La rivière était si froide qu'elle lui coupa presque le souffle dès la première seconde. Le choc frappa sa poitrine comme un poing, mais elle continua d'avancer. L'eau monta jusqu'à sa taille, puis sa poitrine. Ses pieds glissaient sur les pierres moussues sous la surface. Le courant tirait ses jambes. Elle ne s'arrêta pas. Elle saisit le bras de l'enfant, ramena le corps vers elle et le retourna. Un petit visage, la peau bleuâtre, les lèvres violettes, les yeux fermés, ne respirant plus. Elena traîna l'enfant sur la rive, posa le corps sur l'herbe mouillée et tomba à genoux. Ses mains trouvèrent la petite poitrine, si petite, si fragile, et elle commença les compressions. 1, 2, 3, 4, 5. Elle bascula la tête en arrière, pinça le nez, souffla dans la bouche. Rien. 1, 2, 3, 4, 5. Respira. Rien. Elena continua de presser. Des larmes coulaient sur son visage, sans qu'elle s'en rende compte. Ses lèvres bougeaient dans des murmures, pas tout à fait des prières, car elle ne croyait plus en Dieu depuis la 5e famille, mais quelque chose de proche. « Respire », supplia-t-elle. « Allez, respire. 1, 2, 3, 4, 5. Je ne te laisserai pas mourir. Tu m'entends? 1, 2, 3, 4, 5. Je ne le permettrai pas. » Ses bras brûlaient, ses doigts se crispaient. Le froid mordait ses vêtements trempés jusqu'à ses os. Elle ne s'arrêta pas, et alors, une toux, faible, humide, suivie d'un jet d'eau sortant de la bouche et du nez de l'enfant. Le petit corps convulsa, toussa encore, prit une inspiration saccadée et haletante. Puis un cri s'échappa, si petit, si fin que le vent l'avala presque tout entier. Mais Elena l'entendit. Elle l'entendit clairement. Elle prit l'enfant dans ses bras, pressa le corps tremblant contre sa poitrine et l'entoura de ses 2 bras tremblants. Elle s'accrocha comme si la petite fille
risquait de s'échapper si elle relâchait sa prise, même légèrement. Et elle pleura. Pas de chagrin, pas de peur. Elle pleura parce que pour la première fois en 19 ans de vie, Helena Mercer tenait quelque chose qui ne lui glissait pas entre les doigts. Pour la première fois, elle avait tendu la main dans l'obscurité et en avait ramené quelque chose. Le souffle de l'enfant venait par petites bouffées contre son cou. De petits doigts s'agrippaient faiblement à sa chemise. Le battement de cœur, faible mais réel, pulsait contre la poitrine d'Helena. Vivante. Elle était vivante. « Je te tiens », murmura Helena à l'oreille de l'enfant, la voix brisée. « Je te tiens. Je ne te lâche pas. » Elle pressa ses lèvres sur le haut des cheveux mouillés de la petite fille. « Je te jure que je ne te lâcherai pas. » Le vent hurlait autour d'elle. La rivière continuait de rugir, indifférente à ce qu'elle venait de rendre. Helena se leva sur des jambes tremblantes, l'enfant toujours serré contre elle. Elle trébucha jusqu'au camion, ouvrit brusquement la porte et allongea la petite fille sur le siège arrière. Elle retira sa propre veste, la seule qu'elle possédait, et en enveloppa le petit corps frissonnant. Les yeux de l'enfant papillonnèrent, mais ne s'ouvrirent pas. Ses lèvres bougeaient sans son. Sa peau était de glace. Helena s'installa au volant, tourna la clé, et le moteur toussa avant de démarrer. Elle ne savait pas où se trouvait l'hôpital le plus proche. Ne savait pas si l'enfant survivrait au trajet. Ne savait rien sauf une chose. Elle n'allait pas laisser cette petite mourir. Pas ce soir. Jamais. Helena appuya sur l'accélérateur et conduisit vers la seule lumière qu'elle pouvait voir. Dans l'obscurité, une lueur ténue à l'horizon, quelque part au sud. Quelque part, il devait y avoir de l'aide. Quelque part. Il devait y avoir quelqu'un capable de sauver ce que la rivière avait tenté de prendre, et elle les trouverait, coûte que coûte. Dominique Ashford arriva au manoir de Gold Coast à 20h ce soir-là, 2 heures plus tard que sa promesse du matin. Dans sa main se trouvait un sac de raisins verts du marché fermier. Lily adorait les raisins verts, et il en achetait toujours quand il rentrait tard. Des excuses sans parole, une petite offrande de culpabilité. Il poussa la porte d'entrée et entra. Les lumières du salon étaient éteintes. La cuisine était sombre. Pas d'odeur de dîner en train de cuire. Pas de chaleur dans l'air. Et aucun son. Pas de dessin animé à la télévision, celui que Lily regardait toujours avant de se coucher. Pas de petits pieds courant sur le marbre pour l'accueillir comme chaque soir. « Lily !» appela Dominique, posant le sac de raisins sur le comptoir. Pas de réponse. « Lily, papa est là. » Silence. Quelque chose de froid toucha sa nuque. Un sentiment qu'il ne pouvait nommer, mais qu'il connaissait instinctivement comme un homme vivant dans l'ombre, apprenait à sentir quand quelque chose n'allait pas. Il monta les escaliers 2 à 2. La porte de la chambre de Lily était ouverte. La lumière était éteinte. Le lit était vide, encore soigneusement fait depuis le matin. Monsieur Bumble était assis sur l'oreiller, son œil desserré fixant le néant. Le petit pot de fleurs sur le rebord de la fenêtre, celui que Lily avait arrosé le matin même en chantant sa chanson des papillons, contenait encore de la terre humide. L'arrosoir violet gisait à côté, exactement là où elle l'avait laissé. Dominique vérifia la salle de bain. Vide. La salle de jeu. Vide. Le 3e étage. Le jardin. La remise. Le garage. Lily n'était nulle part. Son cœur commença à battre fort. Pas de peur. Pas encore. Mais de quelque chose de pire. Le début d'une réalisation qu'il n'était pas prêt à affronter. Il sortit son téléphone et appela Victoria. Une sonnerie. 2, 3, 4, 5. Elle décrocha. Dominique. Sa voix tremblait. Elle était essoufflée. Exactement comme quelqu'un en panique. Ou exactement comme quelqu'un qui sait jouer la panique. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis sorti environ 1 heure pour faire des courses. Quand je suis revenu, Lily n'était pas dans la maison. La porte arrière était ouverte. J'ai cherché partout. J'ai demandé aux voisins si quelqu'un l'avait vue. Personne. Je ne sais pas. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je ne sais pas.
Dominique ne dit rien. 3 secondes de silence. Les 3 secondes les plus longues de la vie de Victoria Langley. Puis il parla. Une seule phrase. Sa voix basse et plate, plus froide que n'importe quel cri. « Rentre à la maison maintenant. » Il mit fin à l'appel avant qu'elle ne puisse répondre. Son pouce bougea sur l'écran, trouva un autre numéro, composa. Marcus Kane répondit dès la première sonnerie. « Monsieur ?» Lily a disparu. Une pause d'à peine une demi-seconde. « Je comprends. » L'appel prit fin. Dominique se tenait au milieu de la chambre de sa fille, téléphone toujours en main, fixant le lit vide, Monsieur Bumble sur l'oreiller, le dessin au crayon scotché au mur. 2 silhouettes en bâton se tenant la main, une grande avec des cheveux noirs, une petite avec des boucles brunes. En dessous, en lettres inégales, moi et papa. Les pantoufles lapins étaient à côté du lit, soigneusement alignées, comme si elle prévoyait de revenir les enfiler avant de dormir. Sa poitrine se serra, sa mâchoire se crispa. Il ne bougea pas pendant un long moment. Puis, il se tourna, descendit les escaliers et ouvrit la porte d'entrée. L'escalade noire entrait déjà dans l'allée. Marcus au volant, 2 autres SUV derrière lui. 15 minutes. C'est tout ce qu'il fallut pour que la machine que Dominique Ashford avait mis près d'une décennie à construire commence à bouger sous un seul commandement. Chaque bar qu'il contrôlait, chaque entrepôt, chaque quai, chaque ruelle de Gold Coast au back of the yards, chaque flic à sa solde, chaque juge qui lui devait des faveurs, chaque homme ayant juré fidélité au nom Ashford. Tous reçurent le même message cette nuit-là. Trouvez Lily. Trouvez-la maintenant, et que Dieu aide quiconque se mettrait en travers de leur chemin. Des dizaines d'hommes se répandirent sur Gold Coast, Lincoln Park, Old Town, jusqu'à Pilsen et les Back of the Yards. Chaque bar que Dominique contrôlait fut fouillé. Chaque entrepôt, chaque quai, chaque ruelle où les ombres s'assemblaient et où les secrets étaient gardés. Des hommes avec des lampes de poche fouillèrent les bâtiments abandonnés. D'autres frappèrent à des portes qui ne s'ouvraient jamais pour la police, mais s'ouvraient toujours pour le nom Ashford. Marcus appela chaque contact au sein du département de police de Chicago, non par les canaux officiels, mais par les connexions que l'organisation avait cultivées pendant des années. Des détectives et des sergents qui recevaient des enveloppes chaque mois et regardaient ailleurs quand c'était nécessaire. Ce soir, personne n'avait le droit de détourner le regard. Le rapport de police fut déposé à 21h45. Petite fille de 6 ans, Lily Ashford, disparue de sa résidence. Vue pour la dernière fois vers 8h30 ce matin-là, avant que sa belle-mère ne sorte faire des courses. Les officiers du comté arrivèrent au manoir pour prendre les dépositions. Victoria était assise sur le canapé du salon, les yeux rouges, les mains serrées autour d'un verre d'eau. Elle récita l'histoire exacte qu'elle avait préparée, chaque mot répété pendant les 5 heures de trajet retour vers Chicago. Elle était sortie faire des courses environ 1 heure, peut-être un peu plus. À son retour, Lily n'était plus dans la maison. La porte arrière était entr'ouverte. Peut-être que la petite s'était égarée dehors d'elle-même. Elle pleura au bon moment, hésita aux bons endroits. Sa voix se brisa quand elle prononça le nom de Lily. Pas un seul détective dans la pièce ne la soupçonna. Dominique se tenait dans un coin, ne s'asseyant pas, ne parlant pas, écoutant seulement. Ses yeux restaient fixés sur Victoria. Aucune expression, aucune réaction. Il la regarda pleurer, la regarda se tordre les mains, la regarda jouer le rôle de la belle-mère terrifiée. Il ne la soupçonnait pas. Pas encore. Pas maintenant. Car son esprit ne contenait qu'une seule pensée, une seule question, un besoin insupportable. Où est ma fille? Quand la police eut fini ses questions et partit, quand Marcus sortit pour coordonner les équipes de recherche, quand Victoria s'excusa pour monter et ferma la porte de sa chambre, Dominique entra seul dans la chambre de Lily. Il alluma la lumière. Tout était exactement comme elle l'avait laissé. Le petit lit avec les draps
au motif de papillon, l'ours en peluche nommé Monsieur Bumble, assis sur l'oreiller. Le dessin au crayon scotché au mur. Une grande silhouette en bâton aux cheveux noirs, tenant la main d'une silhouette plus petite aux boucles brunes. En dessous, en lettres inégales et soignées, moi et papa. Les pantoufles lapins gisaient à côté du lit, soigneusement alignées, comme si elles prévoyaient encore de revenir les enfiler avant de dormir. La tasse de princesse Violette était sur la table de chevet, encore à moitié pleine du jus du petit déjeuner. Le ruban rose, celui qu'elle avait noué dans ses cheveux ce matin-là, était sur sa commode, enroulé comme un serpent endormi. Dominique s'approcha du lit lentement, comme un homme s'approchant de quelque chose de sacré. Il ramassa Monsieur Bumble. L'ours était doux, usé, un bouton d'œil légèrement lâche. Il sentait encore son shampoing Johnson, le lait, l'herbe de la dernière fois qu'elle avait joué dans le jardin cet après-midi-là. Il porta l'ours à son visage et respira. L'odeur de sa fille emplit ses poumons. Et quelque chose en lui, quelque chose qu'il avait gardé sous clé pendant des années, quelque chose qu'il ne laissait jamais personne voir, commença à se fissurer. Il resta là, au milieu de la pièce. Monsieur Bumble pressé contre sa poitrine et ne bougea pas. Dehors, des dizaines d'hommes déchiraient la ville sur ses ordres. Des téléphones sonnaient, des voitures bougeaient. Tout son empire était mobilisé sous un seul ordre. Mais rien de tout cela n'avait d'importance dans cette pièce. Ici, Dominique Ashford n'était pas le patron, n'était pas l'homme que tout Chicago craignait, n'était pas le nom murmuré dans les ruelles sombres et les arrière-salles. Il n'était qu'un père debout dans la chambre de sa fille, tenant son ours en peluche. Et ne sachant pas où elle était, les genoux de Dominique frappèrent le sol avant qu'il ne se rende compte qu'il s'agenouillait. Il ne s'agenouilla pas par choix. Ses jambes ne pouvaient simplement plus le porter. Dominique Ashford ne s'était agenouillé qu'une seule fois auparavant dans sa vie, sur la tombe de son père, le jour où il avait repris l'Empire à 23 ans. Pas de douleur, mais par serment, une promesse faite à un mort qu'il construirait quelque chose de plus grand, quelque chose d'intouchable. Mais ce soir, il s'agenouilla sur le sol de la chambre de sa fille à cause de quelque chose à quoi personne dans son empire ne l'avait préparé. L'impuissance. Le pouvoir ne pouvait pas la trouver. L'argent ne pouvait pas la trouver. La peur qu'il avait plantée dans cette ville pendant des années, le nom murmuré, les yeux baissés, les portes qui s'ouvraient sans question. Rien de tout cela ne pouvait la ramener. Pour la première fois de sa vie, Dominique comprit qu'il y avait des choses qu'il ne pouvait pas commander, ne pouvait pas acheter, ne pouvait pas menacer, ne pouvait pas contrôler. Il pressa Monsieur Bumble contre sa poitrine, ferma les yeux et murmura dans l'air vide qui n'offrait aucune réponse. « Papa te trouvera. Je te jure que papa te trouvera. » La première semaine, Dominique ne dormit pas. Il transforma son bureau en centre de commandement. Une carte de Chicago étalée sur le bureau, les zones fouillées, marquées à l'encre rouge. Son téléphone restait sur haut-parleur, 24 heures sur 24, attendant tout appel de Marcus ou de la police. Il engagea 3 des plus grandes agences d'investigation privées de l'Illinois pour travailler en parallèle. Il offrit une récompense de 500 000 $ pour toute information menant à Lily. Il fit placarder sa photographie sur chaque poteau électrique, chaque station-service, chaque tableau d'affichage communautaire de Chicago jusqu'à Springfield. Son visage le regardait de chaque coin de la ville, souriant, édenté, innocent, et personne n'appela. La deuxième semaine, les résultats des caméras de sécurité commencèrent à arriver, et c'est là que tout commença à mal tourner. Les images d'Astor Street montraient bien la voiture de Victoria quittant le manoir à 8h30 du matin. Mais quand les détectives demandèrent les images le long des itinéraires que Victoria aurait pu emprunter, la piste devint froide. 3 des 5 caméras furent signalées en panne. Les images d'une autre caméra avaient été écrasées suite à une erreur système, et la dernière caméra sur la route menant vers les banlieues sud était complètement vide, comme si quelqu'un l'avait effacée avant que quiconque n'ait le temps de regarder. Dominique ne savait pas qui était derrière cet effacement. Il ne savait pas que la main invisible appartenait au sénateur
Richard Langlais, le père de Victoria. Richard Langlais avait 60 ans, ancien sénateur de l'État de l'Illinois ayant servi 3 mandats. Son nom était gravé sur les tableaux d'honneur du Capitole à Springfield et inscrit dans les registres de dettes de dizaines de fonctionnaires, du comté au niveau de l'État. Il ne savait pas ce que sa fille allait faire avant que cela n'arrive. Mais quand Victoria l'appela à 22 heures ce soir-là, sanglotant, hystérique, confessant tout, Richard n'appela pas la police. Il ne cria pas, ne lui dit pas de se rendre, ne demanda pas comment elle avait pu faire une chose pareille. Il écouta en silence pendant 10 secondes, puis il dit 5 mots. « N'en parle à personne d'autre. Laisse-moi m'en occuper. » Pour Richard, ce n'était pas une question morale, c'était une question de survie. Si la vérité éclatait, Victoria irait en prison pour tentative de meurtre avec circonstances aggravantes impliquant un enfant. Peine minimale selon la loi de l'Illinois. 20 ans. La famille Langlais serait traînée dans un scandale qui mettrait fin à chaque siège, chaque position au conseil, chaque adhésion à un conseil d'administration dans le comté de Cook. Et pire, Dominique Ashford n'attendrait pas un verdict de tribunal. Richard savait exactement qui était son gendre. Il savait ce qui arrivait aux gens qui le trahissaient. Il savait que si Dominique découvrait la vérité, il n'y aurait pas de procès. Il n'y aurait qu'un enterrement. Alors, Richard agit. Cette même nuit, il passa des appels au lieutenant supervisant la police du district, un homme que Richard avait aidé à promouvoir 5 ans plus tôt, à un juge du comté de Cook dont il avait financé la campagne, au directeur du département des caméras de trafic, dont le fils avait reçu une bourse pour Northwestern, grâce à la lettre de recommandation de Richard. Appel après appel, les vieilles faveurs furent collectées. Les ficelles furent tirées, les preuves disparurent, et un père cherchant sa fille ne saurait jamais que le mur bloquant sa route avait été construit par un autre père, protégeant la sienne. Pour Richard Langlais, ce n'était pas une question de morale, c'était une question de survie. Si la vérité éclatait, Victoria irait en prison pour tentative de meurtre avec circonstances aggravantes sur un enfant, un minimum de 20 ans selon la loi de l'Illinois. La famille Langlais serait traînée dans un scandale qui mettrait fin à chaque siège, chaque conseil, chaque poste d'administration dans le comté de Cook. Et pire encore, Dominique Ashford n'attendrait pas le verdict d'un tribunal. Richard savait exactement qui était son gendre. Il savait ce que Dominique faisait aux gens qui le trahissaient. Il savait que si la vérité faisait surface, il n'y aurait pas de procès, pas d'avocat, pas d'appel, seulement le silence et un corps qui ne serait jamais retrouvé. Alors Richard agit cette nuit-là. Il appela le lieutenant supervisant la police du district, un homme que Richard avait aidé à promouvoir 5 ans plus tôt d'un seul coup de téléphone à la bonne personne. Il appela le juge du comté de Cook, dont il avait financé la campagne. Il appela le directeur du département des caméras de trafic, dont le fils avait reçu une bourse complète pour Northwestern grâce à la lettre de recommandation de Richard. Appel après appel, les vieilles faveurs furent perçues, les ficelles furent tirées, les dettes furent recouvrées. Le détective assigné à l'affaire fut transféré dans une autre division en 48 heures, remplacé par quelqu'un de plus jeune, moins expérimenté, plus facile à gérer. Les images des caméras sur l'itinéraire de Victoria disparurent. Les fichiers furent corrompus, les disques durs tombèrent en panne, les rapports au NCMEC, le Centre national pour les enfants disparus et exploités, nécessitaient une documentation complète de la police locale pour entrer dans la base de données fédérale. Mais les dossiers soumis manquaient toujours d'informations clés, de photographies, de descriptions détaillées, de traits d'identification. Chaque piste pouvant mener à la vérité était discrètement coupée avant de pouvoir être saisie. Et Dominique Ashford, malgré tout son pouvoir, ne vit jamais le mur invisible. Il n'en vit que le résultat. Aucune piste, aucun progrès, aucune réponse. Pendant ce temps, à 300 milles au sud,
une autre histoire se déroulait. Elena amena l'enfant à la clinique communautaire d'Alton, juste avant 4 heures du matin. Elle fit irruption par les portes, trempée, tremblant si fort qu'elle pouvait à peine formuler une phrase, portant un petit corps enveloppé dans sa seule veste. Le médecin de garde examina la petite immédiatement. Traumatisme crânien, un gros gonflement à l'arrière du crâne, probablement dû à l'impact lors de la chute ou au choc contre les rochers sous l'eau. Hypothermie, de l'eau dans les poumons, mais pas beaucoup. Grâce aux premiers secours prodigués à temps, l'enfant fut stabilisé, réchauffé, surveillé. Elle survécut. Mais quand elle ouvrit les yeux le 2e jour, quelque chose manquait. Le médecin se pencha sur son lit et demanda doucement « Peux-tu me dire ton nom, ma puce ?» La petite fille le regarda avec des yeux vides, confuse, perdue. Elle secoua la tête. « D'où viens-tu » Elle secoua à nouveau la tête. « Où sont tes parents ? Te souviens-tu de ta maman ou de ton papa ?» Pas de réponse, juste un regard vide. Un esprit cherchant des souvenirs qui n'existaient plus. Le diagnostic était clair. Amnésie rétrograde complète causée par une lésion cérébrale traumatique, peut-être réversible avec le temps, peut-être permanente. L'enfant ne se souvenait pas de son nom, ni des visages, ni de rien avant sa chute dans l'eau. Son monde commença au moment où elle ouvrit les yeux dans ce petit lit d'hôpital à Alton, Illinois. La police locale fut appelée. Un shérif de petite ville arriva ce matin-là, prit des notes, photographia l'enfant et envoya le rapport à l'échelon supérieur. Mais Alton était une ville de moins de 30 000 habitants, où le shérif gérait aussi les patrouilles, et la communication avec les bases de données fédérales passait par plus de couches administratives qu'un petit département ne pouvait en traiter rapidement. Le rapport fut envoyé, mais à Chicago, les mains de Richard Langley étaient déjà en place, bloquant toute information correspondant à une petite fille disparue, avant qu'elle ne puisse atteindre les bons yeux. Elena ne partit pas. Elle n'avait pas d'argent pour payer la facture d'hôpital. Nulle part où aller, personne ne l'attendant nulle part. Mais elle avait une raison de rester. Elle ne pouvait pas laisser cet enfant seul. Alors elle dormit sur une chaise en plastique à côté du lit, mangea du pain du distributeur avec le peu d'argent qu'il lui restait, et tint la main de la petite à chaque fois qu'elle se réveillait en pleurant dans la nuit, confuse, terrifiée, ne se souvenant de rien. « Tout va bien », murmurait Elena à chaque fois. « Je suis là. Tu n'es pas seule. » Et elle le pensait. Elena dormait sur une chaise en plastique à côté du lit d'hôpital, mangeant du pain du distributeur avec le peu d'argent qui lui restait. Chaque nuit, l'enfant se réveillait en panique, les yeux égarés, la respiration saccadée, ne se souvenant de rien. Ni de son nom, ni d'où elle était, ni pourquoi elle était là. Et chaque nuit, Elena lui tenait la main et murmurait les mêmes mots. « Tout va bien. Je suis là. Tu n'es pas seul. » 2 semaines passèrent. Personne ne vint réclamer l'enfant. Aucun appel de la famille. Aucune photo d'enfant disparu ne correspondait dans le système auquel la police d'Alton avait accès. Aucune demande, aucune recherche, rien. La petite fille existait comme si elle n'appartenait à personne au monde. Elena resta malgré tout. Elle n'avait pas d'argent pour les frais d'hôpital. Nulle part où aller. Pas de travail l'attendant. Mais chaque fois qu'elle pensait à partir, elle regardait la petite silhouette dans le lit, perdue, seule, s'agrippant à son doigt comme s'il était la seule encre dans un océan de vide. Et elle ne pouvait pas bouger. Elle ne pouvait pas abandonner cet enfant comme tout le monde l'avait abandonné. Walter et Ruth Bennett arrivèrent le 15e jour. Walter avait 72 ans. Il avait passé sa vie à pêcher et à réparer des bateaux le long du Mississippi. Son dos était courbé par des décennies de labeur, ses mains calleuses, ses yeux bienveillants. Ruth avait 68 ans, institutrice retraitée de la ville, les cheveux argentés, soigneusement épinglés, connue pour apporter des pâtisseries maison aux patients de la clinique chaque week-end. Ils avaient entendu parler par une infirmière de l'enfant non réclamé et de la jeune femme qui dormait sur une chaise en plastique depuis 2 semaines sans partir. Ruth se tint sur le seuil
et regarda dans la chambre. Helena était assise à côté du lit, lisant à haute voix un vieux magazine qu'elle avait ramassé dans la salle d'attente. L'enfant écoutait avec de grands yeux, silencieuse, immobile. Une petite main était enroulée autour du doigt d'Helena. Ruth les regarda pendant un long moment. Puis, elle se tourna vers Walter. « Nous ne pouvons pas laisser ces deux-là seuls. » Walter regarda sa femme. Puis, la petite fille dans le lit, puis la jeune femme qui n'avait rien, mais donnait tout ce qu'elle avait. Il hocha la tête. Ils entrèrent dans la chambre, parlèrent à Helena, au médecin, et commencèrent les démarches pour une garde temporaire via le bureau local des services à l'enfance. Dans une petite ville comme Alton, le processus n'était pas aussi compliqué que dans une grande ville. Avec le soutien du médecin de la clinique et du shérif de la ville, Walter et Ruth furent approuvés en quelques jours. Ils emmenèrent l'enfant chez eux. Le premier jour chez les Bennett, la petite parla à peine. Elle s'assit sur le petit lit de la chambre d'amis, regardant les murs inconnus autour d'elle, la peur remplissant ses yeux. Elle ne connaissait pas cet endroit, ne connaissait pas ces gens, ne se connaissait pas elle-même. Cet après-midi-là, Ruth ouvrit la fenêtre pour faire entrer l'air frais. Une troupe de moineaux se posa sur la branche d'arbre, juste devant le rebord. L'enfant se leva pour la première fois sans aide et marcha vers la fenêtre. Elle pressa ses doigts contre la vitre, sa bouche s'entr'ouvrant légèrement, tandis qu'elle regardait les oiseaux sautiller et s'agiter. Ses yeux s'éclairèrent. Juste un peu, juste une lueur, mais assez pour que Ruth le remarque. C'était la première lumière sur le visage de l'enfant depuis qu'elle avait ouvert les yeux à la clinique. Ruth appela Walter. « Regarde » murmura-t-elle. « Elle aime les oiseaux. » Walter se tint aux côtés de sa femme, observant la petite fille à la fenêtre, ses petits doigts touchant la vitre, les lèvres entr'ouvertes d'émerveillement, les yeux suivant chaque mouvement des moineaux dehors. Il resta silencieux un moment, puis il dit « Nous l'appellerons Sparrow ». Le nom resta. À partir de ce jour, l'enfant sans nom, sans passé, sans mémoire, avait quelque chose de nouveau. Un nom, un foyer, une petite maison en bois au bord du Mississippi, où un vieux pêcheur et une institutrice retraitée l'accueillaient sans poser de questions. Non pas parce qu'il savait qui elle était, mais parce qu'il savait qui il voulait être. Et quelque part dans l'esprit d'Helena, une promesse commença à se former, une promesse qu'elle tiendrait pendant les 8 années suivantes. Helena resta 3 jours de plus pour s'assurer que Sparrow était bien installé. Elle aida Ruth à ranger la petite chambre d'amis, aida Walter à réparer un vieux cadre de lit pour l'adapter à l'enfant. Et chaque nuit, elle restait assise aux côtés de Sparrow jusqu'à ce que la petite s'endorme, lui tenant la main, fredonnant doucement, étant l'encre qu'elle-même n'avait jamais eue. Le matin où elle dut partir, Helena s'assit sur le bord du lit de Sparrow. La petite fille la regardait avec les mêmes yeux qu'Helena observait depuis 2 semaines. Des yeux qui ne se souvenaient de rien, mais faisaient une confiance absolue. « Est-ce que tu reviendras après être parti ?» demanda Sparrow d'une petite voix effrayée. Helena lui prit la main, la serra fort. « Je te le promets. » Elle marcha vers sa camionnette, s'installa au volant et démarra le moteur. Dans le rétroviseur, elle voyait Ruth debout sur le porche, tenant Sparrow dans ses bras. La petite maison devenait de plus en plus petite à mesure qu'Helena s'éloignait, de plus en plus petite jusqu'à disparaître au tournant. Helena essuya ses larmes du revers de la main et continua de conduire. Elle ne savait pas où elle allait, n'avait pas de destination, n'avait pas de plan. Mais pour la première fois de sa vie, elle avait fait une promesse qu'elle était déterminée à tenir. 8 ans plus tard, Dominic Ashford se tenait au dernier étage de la tour Ashford à 3 heures du matin, contemplant la silhouette de Chicago. Il avait 36 ans maintenant. Physiquement, il n'avait pas beaucoup vieilli. Toujours grand, toujours solide, toujours drapé dans un costume noir parfaitement taillé. Sa mâchoire était peut-être plus acérée, ses épaules plus larges, sa présence plus pesante. Mais quelque chose dans ses yeux s'était éteint la nuit où il s'était agenouillé sur le sol de la chambre de sa fille,
et ce n'était jamais revenu. Son empire, en revanche, brillait plus que jamais, du moins pour le monde extérieur. Ashford Holdings était désormais le 3e plus grand groupe immobilier et hôtelier du sud de Chicago. 4 hôtels de luxe le long de Michigan Avenue, 2 restaurants étoilés au Michelin, des parts dans une chaîne de casinos légaux dans l'Indiana que Dominique contrôlait indirectement par des prête-noms, des propriétaires de paille payés généreusement pour signer des papiers et ne poser aucune question. En surface, c'était un puissant homme d'affaires, invité à des galas de charité, serrant la main du maire, photographié avec les conseillers municipaux lors de collectes de fonds. Sous cette surface, il était toujours l'obscurité dont on murmurait le nom dans chaque ruelle du South Side. Le réseau souterrain fonctionnait parallèlement à l'empire légitime. Route maritime le long du Mississippi, blanchiment d'argent via des restaurants et des laveries, casinos illégaux cachés dans les sous-sols de bâtiments, louant des bureaux au-dessus du sol. Tout était géré par Marcus Kane avec la précision d'une horloge suisse, protégé par la loyauté absolue d'homme, comprenant que trahir Dominique Ashford n'était pas un choix. C'était une sentence. Dominique était bien plus impitoyable qu'il ne l'était 8 ans plus tôt, avant la disparition de Lily. Il avait été froid, mais mesuré, capable de distinguer la nécessité de la cruauté. Maintenant, cette ligne n'existait plus. Un coursier livrait avec 2 jours de retard. Dominique ne demandait pas pourquoi. Il donnait l'ordre, et l'homme disparaissait de Chicago du jour au lendemain. Un partenaire commercial essayait de détourner 20% des bénéfices. Dominique l'invitait dans son bureau, prononçait une seule phrase d'une voix parfaitement calme, et l'homme signait un nouveau contrat d'une main, tremblant si fort que la signature devenait une ligne tordue. Dans le milieu, il n'utilisait plus son nom. Il l'appelait l'Ashford, 2 mots suffisants pour faire tomber toute conversation dans un murmure. Mais chaque nuit après le départ de Marcus, après que les gardes eurent regagné leur poste, après que le penthouse au sommet de la tour Ashford eut sombré dans le silence, Dominique se dirigeait vers une porte au bout du couloir, une porte que personne d'autre n'avait le droit de toucher, une porte qu'il ouvrait seul. Et derrière elle se trouvait le seul endroit au monde où l'homme le plus craint de Chicago devenait tout autre chose. Derrière cette porte se trouvait la chambre de Lily. Quand Dominique avait emménagé dans le penthouse la 4e année après sa disparition, il avait tout transféré intact du manoir de Gold Coast. Le petit lit, les draps aux motifs de papillons, Monsieur Bumble assis sur l'oreiller, le dessin au crayon scotché au mur, 2 silhouettes en bâton se tenant la main avec les mots « moi » et « papa » écrits en dessous en lettres inégales, les pantoufles lapins placées soigneusement à côté du lit. Rien n'avait bougé, pas d'un pouce, pas un seul objet. L'air dans la pièce semblait figé à l'instant même, 8 ans plus tôt, préservé comme un sanctuaire, un tombeau, une blessure qui refusait de guérir. Dominique le voulait ainsi. Chaque nuit, il entrait, fermait la porte et s'asseyait par terre, le dos contre le petit lit, la même posture qu'il avait prise des années auparavant sur le sol de la cuisine, quand Lily se tenait derrière lui, nouant des rubans roses dans ses cheveux. Et il parlait. Il racontait au vide sa journée, la météo, le restaurant de Michigan Avenue qui avait obtenu une étoile Michelin, le fait qu'il achetait toujours des raisins verts chaque semaine, même si personne ne les mangeait. « Papa te cherche toujours, Lily », murmurait-il dans le silence. « Papa n'a pas abandonné. Papa n'abandonnera jamais. » Puis il restait assis là, les yeux fermés, jusqu'à ce que l'aube approche avant de se lever, de fermer la porte et de redevenir l'homme que cette ville connaissait. Marcus Kane était le seul à connaître l'existence de cette pièce. Non pas parce que Dominique le lui avait dit, mais parce qu'une nuit, Marcus était revenu au penthouse pour récupérer des dossiers oubliés et avait entendu la voix de Dominique venant de derrière la porte verrouillée. Il s'était tenu dans le couloir et avait écouté. Il avait entendu son patron, l'homme que toute la ville craignait, l'homme qui avait enterré ses rivaux et écrasé des empires sans ciller, dire à sa fille qu'aujourd'hui papa avait fait des tresses françaises pour la petite fille d'à côté, et qu'il s'en souvenait encore. Marcus s'était détourné et était parti.
Il ne l'avait jamais mentionné, pas une seule fois en 6 ans. L'appel téléphonique arriva à 23 heures un mardi soir. Dominique était assis dans le noir de la chambre de Lily quand son téléphone vibra. Il regarda l'écran. « Nathalie Cross », il répondit. Nathalie avait 34 ans, vive, patiente, acharnée. L'une des très rares personnes en qui Dominique avait confiance, non par peur, mais par compétence. Elle avait commencé à travailler pour lui la 2e année après la disparition de Lily, quand la 3e équipe d'investigation privée d'affilée n'avait donné aucun résultat, et que Dominique avait besoin de quelqu'un avec un esprit juridique pour fouiller dans les coins que les détectives ordinaires ne touchaient jamais. Pendant 6 ans, Nathalie avait tracé chaque chemin possible. Les registres des coronaires de tout l'Illinois, les listes d'enfants non identifiés admis dans les hôpitaux de Chicago, Rockford, Springfield, Peoria, les dossiers d'adoption via les services à l'enfance, même les registres d'inscription dans les écoles de 3 États. Impasse après impasse. Jusqu'à ce soir. « J'ai trouvé quelque chose », dit Nathalie. La main de Dominique se serra sur le téléphone. Un dossier médical d'une petite clinique à Alton, Illinois. Une fille amenée il y a 8 ans, environ 6 ans. Traumatisme crânien, amnésie complète. Sortie de la rivière la nuit même où Lily a disparu. Silence. Dominique ne respirait plus. Le timing correspond, continua Nathalie. L'âge correspond. L'endroit est à environ 300 milles au sud, cohérent avec le courant du Mississippi. Qui l'a amenée? Une femme nommée Elena Mercer. Elle avait 19 ans à l'époque. Selon les dossiers de tutelle, elle a été témoin du placement de l'enfant dans une famille locale, Walter et Ruth Bennett. Nathalie marqua une pause. Elena Mercer vit toujours dans la région. Elle travaille de nuit à l'hôpital communautaire d'Alton. Dominique se leva lentement, les yeux fixés sur le dessin au crayon sur le mur. « Trouve-la, dit-il. Trouve-la, peu importe le prix. » Il mit fin à l'appel. Dans le couloir devant le bureau du penthouse, Marcus Kane avait entendu chaque mot. Et pour la première fois en 6 ans, il entendit quelque chose dans la voix de son patron qu'il ne pensait plus Dominique Ashford capable de produire. L'espoir. Trouver cette femme. Trouvez-la, quel qu'en soit le prix. Dominique n'attendit pas le matin. 2 heures après l'appel de Nathalie, il était déjà dans l'escalade noire, fonçant vers le sud sur l'Interstate 55. La silhouette de Chicago rétrécissait derrière lui, avalée par l'obscurité et la distance. Marcus conduisait. Un SUV de sécurité suivait de près. Nathalie envoyait des mises à jour tout au long de la nuit. L'adresse de la clinique d'Alton, le nom du médecin de garde d'il y a 8 ans, qui avait depuis pris sa retraite, et, plus crucialement, le nom de la femme qui avait amené l'enfant cette nuit-là. Les registres de tutelle temporaire des services à l'enfance listaient un témoin ayant signé la confirmation quand la famille Bennett avait pris la petite fille, Elena Mercer. Nathalie avait creusé davantage. Elena Mercer, 27 ans, infirmière autorisée, travaillant actuellement de nuit à l'hôpital communautaire d'Alton. Dominique lut le message sur son téléphone, puis il ne dit rien. Pas un seul mot pendant les 4 heures de route. Marcus connaissait son patron depuis assez longtemps pour comprendre ce que ce silence signifiait. Quand Dominique devenait silencieux ainsi, ce n'était pas le calme, c'était de la retenue. Le genre de retenue qui garde tout à l'intérieur, parce que si elle se brisait, plus rien ne pourrait être contenu. 8 ans de recherche, 8 ans d'impasse, 8 ans à entrer dans cette petite chambre chaque nuit et à parler au vide. Et maintenant, un nom, une adresse, un fil qui pourrait enfin mener quelque part. Marcus gardait les yeux sur la route et sa bouche fermée. Le convoi atteignit Alton à 1h45 du matin. C'était une ville de moins de 27 000 habitants. Les rues étaient avalées par l'obscurité. Seuls quelques faibles lampadaires jaunes vacillaient le long de la route principale. Quelque part au loin, le son du fleuve Mississippi s'écoulant dans la nuit, invisible mais omniprésent. 2 SUV noirs brillants se garèrent devant l'hôpital communautaire comme des ombres égarées. Dominique sortit le premier.
Marcus suivit. Les gardes restèrent derrière, sur ordre. L'hôpital était petit, un bâtiment d'un seul étage aux murs blancs délavés et un parking contenant peut-être 20 voitures. Rien à voir avec les tours étincelantes de Northwestern ou Rush à Chicago. Dominique poussa la porte d'entrée exactement à 2 heures. L'équipe de nuit était tranquille. De pâles néons s'étiraient le long d'un couloir vide. L'odeur de désinfectant flottait dans l'air. Pas de foule, pas de chaos. Juste le doux ronronnement des machines et le bip distant d'un moniteur quelque part au fond du couloir. Une infirmière de service, un médecin d'astreinte à domicile si nécessaire. Les chaussures en cuir de Dominique résonnaient sur le sol carrelé alors qu'il marchait, chaque pas délibéré, sans hâte, portant le poids d'un homme à qui on n'avait jamais fait attendre quoi que ce soit dans sa vie. Au bout du couloir se trouvait le poste des infirmières, et derrière lui était assise Helena Mercer. Elle avait 27 ans maintenant. Ce n'était plus la jeune fille désespérée de 19 ans qui avait sorti un enfant de la rivière. Ses cheveux étaient attachés haut. Elle portait une blouse bleu clair. Un stylo parcourait un dossier de patient alors qu'elle travaillait sous la lumière blanche crue. Elle leva les yeux en entendant les bruits de pas, et elle le vit. Un homme de grande taille, en costume noir, marchant droit vers elle avec l'assurance de quelqu'un habitué à ce que le monde s'écarte. Son visage était illisible. Un autre homme, plus grand, plus froid. Un autre homme, plus grand, plus froid, restant à 3 pas en arrière comme une ombre obéissante aux ordres. Helena posa son stylo. Elle se leva lentement. 27 ans passés à survivre à des gens dangereux avaient aiguisé ses instincts comme un rasoir. Elle savait lire une pièce, savait sentir une menace avant qu'elle ne se déclare, savait quand quelque chose n'allait pas, et tout dans ce moment n'allait pas. Cet homme n'était pas un patient, il n'était pas de la famille, et il n'avait rien à faire dans un hôpital rural à 2 heures du matin. Ses yeux ne flanchèrent pas, sa voix ne trembla pas, mais quelque part au fond de sa poitrine, son cœur commença à battre plus vite, car elle savait, sans savoir comment elle le savait, que cet homme était venu pour la petite fille, et que plus rien ne serait jamais pareil. « Comment puis-je vous aider, monsieur ?» demanda Helena, sa voix stable, ses yeux ne quittant jamais l'homme devant elle. Dominique n'avait pas l'habitude d'être regardée de cette façon. Dans son monde, les gens baissaient le regard. Ils s'agitaient, ils bégayaient, ils acquiesçaient avant même qu'il ait fini de parler. La peur le précédait comme une ombre, silencieuse, automatique, incontestée. Mais la femme debout derrière le poste des infirmières ne faisait rien de tout cela. Elle le regardait droit dans les yeux, avec un regard qui ne contenait aucun tremblement, aucune soumission, aucun recul. « Êtes-vous Helena Mercer ?» demanda Dominique. Ses yeux se plissèrent légèrement. « Qui le demande ?»« Mon nom est Dominique Ashford. Je cherche des informations sur un enfant amené dans une clinique de cette région il y a 8 ans. Une fille d'environ 6 ans, blessure à la tête, amnésie complète, sortie de la rivière. » Le cœur d'Helena battit plus vite, mais son visage ne changea pas. Elle savait immédiatement de qui il parlait. Pendant 8 ans, elle avait attendu ce moment. Elle l'avait attendu et redouté à parts égales. Le moment où quelqu'un viendrait poser des questions sur la petite fille qu'elle avait sortie de l'eau. Elle ne laissa pas paraître sa peur. « Pourquoi cherchez-vous » Dominique soutint son regard. « Parce que c'est ma fille. » Silence. Helena l'étudiait, mesurant chaque trait de son visage. Cherchant la tromperie, dans son monde, il parlait, et les gens d'eux. Dans son monde, il parlait, et les gens croyaient, ou faisaient semblant de croire, parce qu'ils avaient peur de ne pas le faire. Mais il plongea la main dans la poche intérieure de sa veste et posa une enveloppe sur le comptoir. À l'intérieur, une photo de Lily à 5 ans, l'acte de naissance original tamponné par le comté de Cook, un relevé de groupe sanguin. Helena l'ouvrit, examina chaque page lentement, soigneusement. Elle regarda la photographie, une petite fille aux cheveux bouclés
avec un éclatant sourire édenté, et elle reconnut Sparrow. La même structure faciale, les mêmes yeux, la même courbe au coin de la bouche. Sa poitrine se serra, mais elle ne dit rien. Elle ferma l'enveloppe, la posa et regarda droit dans les yeux de Dominique. « Même si elle est votre fille, dit Elena, j'ai besoin de savoir pourquoi une enfant de 6 ans s'est retrouvée flottant dans une rivière au milieu de la nuit, et pourquoi personne n'est venu la chercher pendant 8 ans. » Dominique resta immobile. La question frappait la blessure la plus profonde qu'il portait, celle qui n'avait jamais guéri, celle qu'il touchait chaque nuit dans cette petite chambre remplie de draps, de papillons et de dessins au crayon. Sa voix devint plus basse que d'habitude. « J'ai cherché. Chaque jour pendant 8 ans. Quelqu'un m'a barré la route. » Elena n'acquiesça pas, ne secoua pas la tête. « Je ne sais pas qui vous êtes au-delà du nom sur cet acte de naissance. » Elle poursuivit. « Je ne sais pas si vous êtes ici par amour ou pour autre chose. Et tant que je ne serai pas certaine, tant que je n'aurai pas la conviction personnelle que cet enfant sera en sécurité avec vous, je ne vous dirai rien. » Derrière Dominique, Marcus fit un pas en avant. Un réflexe, l'instinct d'un homme entraîné à protéger son patron, dès que quelqu'un osait lui opposer un refus. Dominique leva une main, un geste sec et unique, sans détourner la tête. Marcus s'arrêta. Elena jeta un coup d'œil à l'homme plus grand, puis revint à Dominique. Son expression ne flancha pas. Sa voix resta plate, égale. « Vous pouvez acheter toute cette ville, dit-elle, mais vous ne pouvez pas acheter ma confiance. » Les néons bourdonnaient au-dessus d'eux. Le couloir de l'hôpital s'étirait, silencieux et vide derrière. 2 personnes se tenaient face à face, l'une à qui on n'avait jamais rien refusé et l'autre qui n'avait jamais rien eu à perdre. Et aucune des 2 ne détourna le regard. « Si vous voulez mon aide, vous venez seul. Pas de garde, pas d'armes, pas de menaces. Vous venez en tant que père, pas en tant que ce que vous êtes là dehors, et je déciderai moi-même si cet enfant est en sécurité avec vous. » Dominique la fixa. En 8 ans, personne, ni Marcus, ni Nathalie, ni ennemi, ni allié, ne lui avait jamais parlé ainsi. Et celle qui le faisait maintenant était une infirmière de nuit dans une ville de 27 000 habitants, mesurant à peine 1,65 m. Mince, des cernes sous les yeux, debout dans sa blouse bleu clair, refusant de s'agenouiller. « C'est d'accord, » dit Dominique. Derrière lui, Marcus se tourna pour regarder son patron. 10 ans à travailler pour Dominique Ashford. 10 ans à le voir écraser ses rivaux, réduire au silence l'opposition, plier le monde à sa volonté sans négociation. C'était la première fois que Marcus Kane le voyait céder à qui que ce soit. Le lendemain, Dominique vint seul. Pas de Marcus, pas de garde du corps, pas de SUV noir, juste une voiture de location du seul hôtel de la ville, une berline beige qui n'avait rien à voir avec l'homme qui la conduisait. Elena s'assit sur le siège passager et ne dit rien pendant les 15 minutes de trajet. Elle avait appelé Walter et Ruth la veille, leur avait tout raconté. Un homme était venu chercher Sparrow, prétendant être son père biologique. Il avait des documents, des photographies. Elle croyait qu'il disait la vérité, mais elle avait besoin qu'il le rencontre avant de décider quoi que ce soit. Ruth avait pleuré au téléphone. Walter resta silencieux un long moment. Puis il dit seulement ceci. « Amène-le ici. Je le saurai en regardant ses yeux. » La voiture s'arrêta à environ 50 mètres de la maison des Bennett. Le chemin de terre était trop étroit pour aller plus loin. Dominique sortit. Il regarda droit devant lui. Une maison en bois d'un étage, la peinture blanche délavée par des années de soleil et de pluie, un toit en tôle grise, un large porche avec 2 vieilles chaises en bois. Et assise sur les marches du porche se trouvait une fille. Un carnet de croquis reposait sur ses genoux. Un crayon s'agitait dans sa main. Des cheveux bruns bouclés tombaient sur ses épaules. Sa tête était baissée, entièrement concentrée sur son dessin. Dominique s'arrêta.
Elle avait 14 ans maintenant. Ses cheveux bouclés étaient comme ceux d'Isabelle. La courbe de ses pommettes était comme celle d'Isabelle. Mais la façon dont elle fronçait les sourcils quand elle se concentrait, l'inclinaison de sa tête, le regard dans ses yeux quand elle levait les yeux pour regarder passer un vol d'oiseaux, c'était lui. Dominique se revit dans cet enfant, et 8 ans s'écrasèrent sur lui d'un coup. Chaque nuit d'insomnie, chaque impasse, chaque heure passée à parler à une chambre vide, chaque fois qu'il avait murmuré « Papa te trouvera » dans un silence qui ne répondait jamais. Tout le frappa en un seul instant. Ses genoux ne flanchèrent pas brusquement. Ils cédèrent lentement, le genre d'effondrement qui arrive quand un corps ne peut simplement plus supporter le poids de ce qu'il ressent. Dominique s'agenouilla sur un genou sur le chemin de terre, une main pressée contre le sol pour s'empêcher de tomber complètement. Et il pleura. Aucun son, aucun sanglot, aucune respiration saccadée, juste le silence et les larmes. Le genre de pleurs qui vient d'un homme qui a oublié comment pleurer il y a longtemps, dont le corps ne se souvient que des larmes, et non du son qui est censé les accompagner. Helena se tenait à quelques pas derrière, observant. Elle ne bougea pas. Elle ne parla pas. Elle regarda simplement l'homme le plus puissant qu'elle ait jamais rencontré, s'agenouiller dans la poussière comme une chose brisée, et comprit pour la première fois qu'il disait la vérité. Il n'était pas venu pour le pouvoir. Il n'était pas venu pour prendre. Il était venu parce qu'il cherchait depuis 8 ans, et il l'avait enfin trouvé. Sparrow leva les yeux. Elle vit un étranger à genoux sur le chemin de terre, et la femme familière debout à ses côtés. « Sœur Helena » appela Sparrow, se levant, la voix remplie d'inquiétude. « Qu'est-ce qu'il a » Helena s'approcha du porche, s'assit à côté de Sparrow et entoura les épaules de la jeune fille de son bras. « Birdie » dit-elle doucement. « Il a fait un très long chemin pour être ici. J'ai besoin de te dire quelque chose. » Sparrow regarda Helena, puis l'homme qui luttait pour se relever. Il s'essuya le visage du revers de la main et tenta de marcher vers le porche sur des jambes instables. Dans les yeux de Sparrow se trouvait la peur que tout enfant ressentait en voyant un adulte pleurer, surtout un étranger qui la regardait comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. La porte d'entrée s'ouvrit. Walter sortit le premier, son dos plus droit que d'habitude, ses yeux fixés sur Dominique en bas du porche. Ruth suivit, ses 2 mains serrées contre sa poitrine, les yeux déjà rouges. Walter étudia Dominique en silence, comme un vieil homme jauge un plus jeune, utilisant la seule balance en laquelle il avait confiance. Les yeux. Dominique soutint son regard sans rien cacher. Ses yeux n'étaient pas les yeux d'un chef de la pègre, pas ceux d'un PDG, pas l'obscurité qui faisait murmurer tout Chicago. C'étaient juste les yeux d'un père qui avait enfin vu sa fille après 8 ans et qui faisait tout son possible pour ne pas s'effondrer de nouveau. Walter hocha la tête une fois, comme s'il en avait vu assez. Helena regarda Sparrow, lui prit la main et parla doucement. « Cet homme est ton père biologique, Sparrow. Il te cherche depuis très longtemps. » Sparrow fixa Dominique. Ses yeux étaient grands, confus, ne comprenant pas, incapable de se souvenir, mais n'ayant plus peur. Elle le regarda pendant un long moment. Puis elle demanda d'une petite voix. « Depuis combien de temps me cherchez-vous » Dominique ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Il déglutit une fois, puis encore. Finalement, il réussit à parler, sa voix tremblant si fort que chaque mot semblait être arraché de sa poitrine. Chaque jour pendant 8 ans, chaque jour. Sparrow ne dit rien. Elle regarda ses chaussures couvertes de la poussière de la route, ses mains encore marquées par la terre là où il s'était agenouillé, ses yeux rouges et humides. Et elle dit « Je ne me souviens pas de vous. Je suis désolé. » Dominique secoua la tête. « Tu n'as pas à te souvenir de moi, » dit-il, la voix brisée. « J'ai juste besoin de savoir que tu es vivante. Que tu sois vivante me suffit. » Ruth descendit du porche, des larmes coulant sur son visage sans contrôle. Walter se tint près d'elle et lui prit la main, et Dominique se tourna vers eux.
Il fit quelque chose qu'aucun membre de son empire n'avait jamais vu. Il s'agenouilla sur les 2 genoux devant le vieux couple, sa tête baissée, ses mains posées sur ses cuisses. L'homme le plus craint de Chicago s'agenouillait dans la poussière devant un pêcheur retraité et une ancienne institutrice, 2 étrangers qui avaient donné un foyer à sa fille quand il ne le pouvait pas. « Merci, dit-il, la voix cassée. Merci d'avoir sauvé ma fille. Merci de l'avoir élevée. Merci de lui avoir donné une vie que je n'ai pas pu lui donner pendant 8 ans. » Il leva les yeux vers eux, les larmes encore humides sur son visage. « Je vous dois une dette que je ne pourrai jamais rembourser. » Walter s'avança, se pencha et agrippa le bras de Dominique avec la force d'un homme qui avait travaillé sur le fleuve toute sa vie. Il remit Dominique debout. « Lève-toi, fils, » dit Walter calmement. « Nous n'avons pas besoin de remboursement. Nous avons seulement fait ce que nos cœurs nous disèrent de faire. » Walter se tourna et regarda vers la maison. « Ouvrez la porte, entrez tout le monde. Rester ici dans le vent froid n'est pas bon. » Dominique resta à Alton. Il ne retourna pas à Chicago. Il appela Marcus et ne dit que 2 phrases. « Je reste ici. Tu gères tout là-bas. » Il loua la plus grande chambre du seul hôtel de la ville, qui n'était qu'1 demi-mètre plus large que les autres, et transforma le vieux bureau en bois en centre de commandement à distance. Chaque matin, il tenait des réunions avec Marcus par téléphone, examinait des contrats par email, prenait des décisions pour le réseau s'étendant du sud de Chicago jusqu'à l'Indiana, par des appels qui ne durèrent jamais plus de 3 minutes. Le reste de la journée, il le passait avec Sparrow, mais il ne se précipitait pas. Helena lui avait dit dès le début qu'il ne pouvait pas forcer une jeune fille de 14 ans qui ne se souvenait de rien à l'appeler « papa » en 1 semaine. Il devait la laisser s'adapter à ses propres conditions. Dominique écouta et suivit ses conseils, ce qui le surprit lui-même, car il n'était pas un homme habitué à suivre les ordres de qui que ce soit. Jour 1, il s'assit sur le porche à 3 mètres de Sparrow, la regardant dessiner en silence. Jour 2, de même. Jour 3, Sparrow lui demanda s'il aimait dessiner. Il répondit qu'il ne savait pas comment faire. Elle déchira une page de son carnet de croquis et lui tendit un crayon. « Alors entraîne-toi. » Dominique tint un crayon pour la première fois depuis des années, non pas pour signer des contrats ou approuver des ordres, mais pour dessiner un oiseau qui ressemblait plus à un poulet qu'à autre chose avec des ailes. Sparrow regarda le dessin. Elle ne rit pas, mais le coin de sa bouche tressaillit. Le premier pas. Jour 4, Ruth invita Dominique pour le dîner. Il s'assit à la petite table en bois, mangeant du pain de viande et de la purée de pommes de terre, écoutant Walter raconter des histoires sur le fleuve. Sparrow était assise en face de lui, jetant des coups d'œil occasionnels, curieuse mais prudente. Jour 5, Walter invita Dominique à aller à la pêche. Il n'avait jamais tenu une canne à pêche de sa vie. Ils restèrent assis dans une vieille barque en bois au milieu du Mississippi du matin jusqu'à midi. Dominique ne prit rien. Walter attrapa 2 petits silures. Sparrow attrapa un petit crapette et le tint à 2 mains, souriante. En regardant son sourire, en voyant la lumière du soleil capturer la joie sur son visage, Dominique ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis 8 ans. Quelque chose qui ressemblait au bonheur. L'accident arriva le samedi. Chloé, la petite fille de Walter, et Ruth, âgée de 21 ans, vint leur rendre visite pour le week-end comme elle le faisait toujours. Ce soir-là, elle emmena Sparrow sur la rive pour attraper des lucioles. Les filles couraient le long du quai en riant, bocaux à la main, chassant les minuscules lumières vacillant au-dessus de l'eau. Sparrow grimpa sur le bord d'une vieille barque de pêche pour atteindre une luciole planant juste hors de sa portée. Son pied glissa sur la surface mouillée. Sa tête heurta le bord de la barque. Elle tomba dans l'eau peu profonde et ne bougea plus. Dominique entendit le cri depuis le porche. Il courut plus vite que quiconque, plus vite que Walter, plus vite qu'Helena, plus vite que Chloé qui restait figée sous le choc. Il plongea dans l'eau, souleva le corps inerte de Sparrow et le ramena sur le rivage. Ses yeux étaient fermés. Une fine ligne de sang coulait de la racine de ses cheveux,
mais elle respirait. Dominique n'attendit personne. Il la porta jusqu'à la voiture de location, l'allongea sur le siège arrière et conduisit jusqu'à l'hôpital avec Elena à ses côtés. Ses mains agrippaient le volant si fort que ses articulations blanchissaient. Sa fille s'était tombée à l'eau une fois auparavant. Il ne la perdrait pas une seconde fois. Commotion légère, lacération superficielle, pas de saignement intracrânien. Sparrow avait besoin d'observation et de repos, rien de plus. Mais Dominique ne bougea pas de son chevet. Il resta assis sur la chaise en plastique, à côté de son lit, ses deux mains serrées autour de l'une des siennes, les yeux fixés sur son visage. Il n'eut une respiration régulière que lorsque le médecin confirma qu'elle était hors de danger. Sparrow resta inconsciente pendant 4 heures. Quand elle ouvrit les yeux, le ciel dehors était devenu sombre. Une lumière blanche et pâle remplissait la chambre d'hôpital. Le bip d'un moniteur pulsait régulièrement dans le coin. Dominique était toujours là, sa main tenant toujours la sienne. Sparrow cligna des yeux, regarda le plafond, puis tourna la tête vers Dominique, et son regard changea. Pas lentement, pas graduellement. Tout d'un coup, comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur à l'intérieur d'une pièce restée scellée pendant 8 ans. Ses yeux s'agrandirent, ses pupilles se dilatèrent. Tout son corps devint rigide. Elle fixa Dominique comme si elle voyait un fantôme. Puis elle sentit une odeur de café. Non pas le café de l'hôpital, mais le café d'une cuisine au sol de marbre préparée à 5 heures du matin, mélangé à l'odeur des pancakes et des bananes coupées en forme d'étoiles. Elle entendit une voix grave, une voix d'homme fredonnant une berceuse chaque nuit, une chanson sans nom, mais elle se souvenait de chaque note. Elle vit une chambre avec des draps à motifs de papillons, un ours en peluche nommé Monsieur Bumble, un dessin au crayon sur le mur. Elle vit le manoir, l'escalier, le jardin, la tasse de princesse Violette. Puis, elle vit le pont, l'obscurité, le vent froid, des mains lui saisissant les poignets, puis lâchant prise. Le bruit de l'eau se précipitant pour l'avaler. Les souvenirs ne revinrent pas pièce par pièce. Ils s'écrasèrent sur elle d'un seul coup, comme un barrage cédant, comme une inondation déchirant tout sans prévenir. 8 années verrouillées derrière un traumatisme cérébral se déversèrent en quelques secondes. Sparrow hurla. Ce n'était pas un cri de douleur, mais le cri de quelqu'un qui venait de se souvenir qu'il était mort. « Papa !» Le mot quitta sa bouche pour la première fois en 8 ans. « Papa, je me souviens de tout. » Des larmes coulaient sur son visage. Son corps tremblait. Ses doigts agrippaient la main de Dominique si fort que ses articulations blanchissaient. « Mon nom est Lily », haleta-t-elle. Elle m'a lâché. Elle m'a laissé partir. Elle m'a jeté dans la rivière. Dominique cessa de respirer. Il resta là à tenir la main de sa fille, entendant les mots qu'il avait attendus pendant 8 ans et qu'il redoutait plus que tout. Elle se souvenait. Elle se souvenait de tout. Elle se souvenait de qui avait fait ça. Il attira Lily dans ses bras. Elle s'accrocha à lui, tremblante, sanglotante, enfouissant son visage contre sa poitrine, comme elle le faisait quand elle avait 6 ans, et peur des orages. Et il pleura, pas silencieusement comme il l'avait fait sur le chemin de terre, devant la maison des Bennett. Cette fois, il pleura à haute voix. Le son d'un homme dont les 8 années de retenue avaient fini par voler en éclats, brisé dans une petite chambre d'hôpital d'une ville de 27 000 habitants. Il tenait sa fille et pleurait, et elle le tenait en retour. Père et fille, perdus et retrouvés, enfin réunis. À l'extérieur de la chambre, Elena se tenait dans le couloir, une main pressée contre le cadre de la porte. Des larmes coulaient sur ses joues. Walter s'appuyait contre le mur, une main couvrant ses yeux. Ruth était assise sur une chaise en plastique, ses 2 mains sur sa bouche, les épaules secouées par les sanglots. Personne ne parlait, personne n'en avait besoin. Le cercle s'était enfin refermé. Le père et la fille se tenaient l'un l'autre sur le lit d'hôpital, et personne dans la pièce n'osa parler. À l'extérieur, dans le couloir, Walter s'appuyait contre le mur, une main sur les yeux.
Ruth était assise sur une chaise en plastique, ses 2 mains pressées contre son visage, les épaules tremblantes. Chloé se tenait à côté de sa grand-mère, pleurant elle aussi, même si elle ne comprenait pas tout à fait ce qui se passait. Dans le coin de la pièce, Helena Mercer restait immobile, le dos contre le mur, les bras ballants. Des larmes coulaient sur ses joues, mais elle ne les essuyait pas. Elle regardait le père tenir la fille qu'elle avait sortie des eaux noires 8 ans plus tôt, et elle comprit que le cercle s'était enfin refermé. 3 mois plus tard, Victoria gisait mourante à l'infirmerie de la prison. Le lupus avait détruit ses reins. Sa peau était grise. Son corps bougeait à peine. La femme qui s'était autrefois tenue sur un pont et avait ouvert les mains ne pouvait plus maintenant les lever de son lit. Lily voulut la voir. Dominique refusa. Helena dit doucement « Laisse-la y aller. Elle a besoin de fermer cette porte de ses propres mains. » Lily se tint au chevet de Victoria, ne voyant pas un monstre, juste une personne mourante. Les yeux de Victoria papillonnèrent et s'ouvrirent. Elle regarda Lily mais ne dit rien. Il n'y avait plus rien à dire. Lily parla la première. « Je te pardonne, dit-elle, la voix ferme. Mais pas pour toi. Je me pardonne parce que je ne veux plus porter ce poids. » Elle se tourna et sortit. Victoria mourut 4 jours plus tard, seule, silencieuse, de la même façon que la rivière avait avalé le cri de Lily cette nuit-là, et avait continué de couler, comme si de rien n'était. Le sénateur Richard Langlais fut arrêté par le FBI. Obstruction à la justice, corruption de fonctionnaires publics. Il perdit tout ce qu'il avait passé une vie à construire. 1 an plus tard, Dominique se retira de chaque opération illégale, pièce par pièce, ligne par ligne, chaque connexion avec l'obscurité coupée ou transmise. Ashford Holdings resta debout, légitime, propre, toujours l'une des plus grandes sociétés immobilières du sud de Chicago. Lily fréquenta une école privée à Gold Coast. Chaque semaine, elle envoyait des dessins à Walter et Ruth. Les Bennett avaient une nouvelle maison au bord de la rivière à Alton. Une maison de plain-pied que Dominique avait construite pour eux, plus grande que l'ancienne, avec un large porche surplombant le quai. Helena déménagea à Chicago. Elle travaillait de jour à Northwestern Memorial désormais. Plus de garde de nuit. Elle vivait avec Dominique et Lily dans le penthouse de la tour Ashford. Mais chaque mois, elle retournait toujours à Alton pour rendre visite à Walter, Ruth et Chloé. La promesse qu'elle avait faite 8 ans plus tôt ne s'arrêtait pas parce que son adresse avait changé. Chaque année à la même date, Lily retournait sur le vieux pont au sud de la ville. Il était toujours là, béton fissuré, rouille. Lily se tenait sur le pont et regardait la rivière couler en bas. « Merci, » chuchota-t-elle, « de ne pas m'avoir avalé. » Dominique se tenait derrière elle, tenant la main d'Helena. Il regardait sa fille debout sur le pont d'où elle était tombée autrefois, et il dit doucement « La rivière se souvient. » Helena serra sa main. Elle regardait Lily debout dans le vent, ses cheveux bruns bouclés volants, forte, vivante, entière. Et elle dit « Et moi aussi. » Cette histoire s'arrête ici. Mais ce qu'elle laisse derrière elle ne s'arrête pas. Parfois la vie nous jette dans des eaux sombres. Elle prend notre mémoire, prend notre identité, prend tout ce que nous pensions être. Mais si nous avons de la chance, il y aura des mains pour nous ramener au rivage. Il y aura quelqu'un qui jurera de ne jamais nous lâcher. Il y aura un vieux couple près de la rivière qui ouvrira sa porte sans demander qui nous sommes. Et si nous sommes assez courageux, nous apprendrons que le pardon n'est pas pour la personne qui nous a blessés. Il est pour nous-mêmes, pour que nous puissions enfin être libres. Chers amis, merci d'être restés avec nous jusqu'à la fin de l'histoire. Si ce voyage a touché votre cœur, s'il vous plaît, prenez un moment pour aimer cette vidéo, partagez-la avec les gens que vous aimez, et abonnez-vous à notre chaîne pour ne jamais manquer nos histoires. Nous serions ravis de vous entendre. Qu'avez-vous ressenti en écoutant cette histoire? Cela vous a-t-il rappelé quelque chose dans votre propre vie? S'il vous plaît, partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous.
Nous voulons vraiment écouter ce qui vient du plus profond de votre cœur. Chaque histoire que nous racontons est rendue plus significative par votre présence ici. Nous vous souhaitons une bonne santé, du bonheur et la paix dans votre vie chaque jour. Merci de faire partie de notre famille.